C'est vraiment parfait. Ça, c'est somptueux. Vous avez vu Joe. comme il l'a déstabilisé au bout d'un moment sur son coup droit. Un Berdych qui a été obligé quasiment de ne jouer qu'avec son bras. C'est celui-là, là. Voilà, plutôt celui-là. Jouer avec son bras, il est plus en appui, c'est perdu. Il est pris. Et là, Joe qui en profite en jouant dans le contre-pied. Vous entendez l'impact des frappes de Joe quand il retrouve son allant physique comme ça. C'est impressionnant. 40-32 coups gagnants, c'est bien. Une grosse première. Qui est dedans, le retour. Oh là, merci. Allez. Ah, c'est fou là ce qu'il donne. C'est fou ce qu'il donne à ce moment-là du match. Grosse faute en coup droit là de Berdych, mais il fallait le relancer. Ce retour, 209 km/h, pardon, ce service. 209 km/h. Petite cloche. Et grosse faute. Exactement. Et 15-30. C'est dehors. Alors ça sera une deuxième. Sous haute tension. 50% des points gagnés lorsqu'il joue une deuxième balle, Berdych. 1 sur 2. Voyons. Et ben voilà. Les Les ça va faire statistiques qui baisser la chutent. moyenne. Et 2 balles pour mener 5 jeux à 3 maintenant. Ah, ça a basculé assez rapidement au cœur de ce quatrième set. Mais oui. Il a tenu pour rester dans cette manche. Et puis tout d'un coup, eh bien, il a mis la vitesse supplémentaire supérieure. Et le voilà peut-être avec un break d'avance. Vous avez raison de dire peut-être. Radio One, jusqu'à 20h, c'est le Sunday Time. Bonjour à tous et bienvenue dimanche 31 mai 2015. Je suis très heureux de vous retrouver sur radio-one.fr. C'est parti pour le Sunday Time. On est ensemble et en direct jusqu'à 20h pour revenir sur l'actualité de la semaine. Et quelle actualité! Dans un instant, le journal tout en direct d'une demi-heure jusqu'à 19h30, suivi de l'actualité boursière de la semaine avec Grégoire. À 19h35, on parlera de l'UMP, l'UMP qui change justement de nom pour adopter les Républicains. C'est Karl qui nous expliquera ce changement de nom et surtout à quoi servira ce changement de nom. On parlera ensuite du mois de juin, le mois de tous les dangers pour les Grecs et la Grèce. Et puis enfin, on terminera cette émission avec Lucas Poissonnet pour parler de Cuba. Cuba qui a été retiré de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Mais avant cela, c'est le journal tout en direct jusqu'à 19h30. Radio One, le journal. Et à la une de votre journal, les élections et les électeurs du Pontet votent aujourd'hui pour choisir leur maire parmi 3 candidats après l'annulation de l'élection municipale de mars 2014 remportée par le Front National. Les Républicains donc, nouveau nom pour l'UMP, et Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'ex-UMP, a dénoncé le fait qu'Alain Juppé et François Fillon aient subi des huées au congrès fondateur des Républicains, y voyant plus qu'un couac et estimant que ça ne doit pas être ça, les Républicains. Et puis du tennis, la Française Alizé Cornet a été éliminée en 2-7 par l'Ukrainienne Svitolina en 8e de finale de Roland Garros. Et en ce moment même, Jo-Wilfried Tsonga vient de s'imposer face à Thomas Berdych, tête de série numéro 5 du tournoi. On reviendra donc sur ce match dans quelques instants, et c'est surtout le début du grand match de ce dimanche entre Gaël Monfils et Roger Federer qui va suivre.
Mais avant cela, donc, on commence par la Croix-Rouge française épinglée pour une organisation de travail illégale selon un rapport de l'inspection révélé ce dimanche par Le Parisien. La Croix-Rouge s'est donc rendue coupable de 3800 infractions à la législation sur le temps de travail en 2014 dans son siège parisien. Écoutez justement les précisions du délégué syndical CFE-CGC de la Croix-Rouge. On a quasiment tous les cas de figure de dépassement de la durée du travail, puisqu'on a le dépassement de la durée quotidienne du travail, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail, le dépassement de la durée maximale sur 12 semaines et des privations de repos quotidien minimal. Donc on a vraiment tous les cas de figure et ce que pointe l'inspection du travail, elle pointe que c'est un problème d'organisation. Et c'est le procureur de la République qui décidera de poursuivre ou pas. Mais le risque encouru sur les infractions constatées par la Croix-Rouge sont de 750 € par infraction. Et on est à plus de 3800 infractions. Donc on arrive à une somme colossale qui est de quasiment 3 millions d'euros. C'est ça. Éric Laurent, délégué syndical CFE-CGC au siège parisien de la Croix-Rouge. Et concernant justement la réponse côté Croix-Rouge, eh bien la Croix-Rouge s'explique et déclare que concernant la question des heures supplémentaires, il s'agit d'une situation à laquelle la Croix-Rouge française est malheureusement confrontée depuis de nombreuses années. Selon donc des dirigeants qui ont réagi aujourd'hui, cette situation est liée à l'identité même de l'association et à sa mission, sauver des vies. Voilà donc ce qu'a déclaré l'association dans un communiqué cet après-midi. La virgule arrive et on va à présent parler du congrès des Républicains. Une soixantaine de personnalités s'est relayée à la tribune ce samedi. Tout ce que l'UMP compte chapeau à plume a pu s'exprimer donc hier entre 10h30 et 17h. Il n'en fallait pas moins pour le congrès fondateur des Républicains qui s'est ouvert donc hier dans la matinée porte de la Villette à Paris et qui devait activer la mue de l'UMP pour ce jour de refondation, de renouveau, de renaissance selon les mots de Nicolas Sarkozy. Ce dernier avait revêtu pour l'occasion ses habits de pater familias tout en rondeur, sauf pour fustiger les mensonges du pouvoir en place et rassemblement. Objectif, tourner la page des années noires et être à nouveau en ordre de bataille pour la présidentielle 2017. C'est surtout lorsque l'ex-président déclare « Notre parti a souffert de défauts d'exemplarité » et c'est peu de dire, reconnaît donc d'emblée Nicolas Sarkozy qui félicite tout de même la refondation de ce parti et le chemin parcouru. Nouveau nom veut dire nouveau statut mais également nouvelle équipe. Jeudi et vendredi, les militants ont d'ailleurs approuvé la nouvelle appellation à 83% par un vote sur internet, un plébiscite entaché par un faible taux de participation, 45%, et qu'importe, Valérie Pécresse sent tout de même une vraie faveur aujourd'hui. Sur l'estrade, toutes les écuries sont d'ailleurs représentées. À tout seigneur, tout honneur, Alain Juppé, principal rival de Nicolas Sarkozy pour 2016, est le dernier à prendre la parole avant le patron, lui qui souhaitait dans les colonnes du Figaro que cette journée soit un moment d'unité et tué par 2 fois en entrant dans la grande salle après une pause sandwich puis en montant à la tribune et comme à Bordeaux ainsi comme à la Mutualité. En tout cas après le discours très offensif de Nicolas Sarkozy lors de ce congrès, Alain Juppé s'est montré tout de même beaucoup plus modéré, c'était ce matin lors du grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde lorsqu'il déclare un certain vocabulaire qui fait un peu trop monter la pression, qui attaque les personnes, c'est pas mon genre de beauté. Voilà donc pour la politique et surtout ce congrès des Républicains. On en reparlera tout à l'heure avec Karl qui sera avec nous. Justement, nous verrons l'intérêt. Est-ce que justement voilà ce parti et ce changement de nom a eu et a un intérêt pour nous et puis pour les militants du parti. Dans le Nord à présent, un jeune entraîneur de football mis en examen pour viol, auxiliaire dans un collège de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Il entraînait aussi des équipes de jeunes de football. Il a été mis en examen ce vendredi pour viol et corruption de mineurs. Voilà ce qu'a annoncé le parquet de Lille.
C'était aujourd'hui la table de la fête des mères et il y a les cadeaux traditionnels, colliers, parfums, livres, bouquets de fleurs et puis il y a les surprises comme cette table à repasser spéciale fête des mères exposée en plein milieu d'un magasin très cliché selon la vendeuse mais très pratique. Reportage justement autour de cette table à repasser de Raphaël Godet. Impossible de la rater, elle est exposée en plein milieu du magasin. Une table à repasser spéciale fête des mères avec démonstration en prime de la vendeuse. Ah, c'est très cliché, mais c'est très pratique. Pour une maman, c'est super efficace d'avoir un fer super léger. La femme est une femme, il faut qu'elle assume. Une mère de famille passe devant justement. Elle s'appelle Véronique et elle n'a pas du tout envie de ça. Je suis choquée de voir un ustensile de cuisine ou de ménage quelconque pour la fête des mères. Voilà, moi je suis contre. Florent aussi ne comprend pas, il trouve ça cliché. Il a donc fait différent pour sa mère. On l'a trouvé dans un magasin de lingerie. Celui-là, en 95C. En fait, c'est taillé différemment. D'accord. Donc c'est 36, 38, 40, 42. Et si elle fait 95C, le 38 ne lui ira pas. Plaisir d'offrir mais pas toujours joie de recevoir. On a également croisé Philippe au fond d'un rayon d'électroménager. On a cru là aussi à la boulette. Comme on a notre friteuse qui est tombée en panne, je cherche à la remplacer, donc ça n'a aucun intérêt. Pour la fête des mères, en fait, c'est plutôt mes filles qui s'occupent de mon épouse. Elles font la surprise, elles ne m'en parlent pas. Il préfère se limiter à l'achat de fleurs. Il est certain de ne pas faire d'erreur. Une orchidée blanche, 10 ans qu'il achète la même. Et c'est sur reportage de Raphaël Godet du côté de Paris. On va partir à présent dans le sud, à Montélimar. Oui, puisque qui dit fête des mères dit forcément cadeau des enfants. Et justement à Montélimar, des classes de maternelle s'activent depuis des semaines pour présenter ce matin une petite surprise à leur maman. Voilà 3 semaines que les maternelles de l'école du Bouquet à Montélimar fabriquent une petite surprise pour leur maman. Et voilà plus longtemps donc que les institutrices comme Émilie Destunder se sont creusé la tête pour trouver des idées. C'est difficile dans le sens où en plus on a des fratries, donc on peut pas faire pareil d'une année sur l'autre. Et aussi on essaye au maximum de sortir des colliers de nouilles et des boîtes de camembert qui servent de boîtes à bijoux. C'est beaucoup en parlant avec les collègues, on retient des bonnes idées. Alors ça peut aller du cadre photo à la broche en passant par le petit bibelot en pâte à sel ou bien un marque-page avec une photo dessus et avec des cœurs. On a préparé des fleurs, on a coupé des fleurs. Si j'étais jardinier, je ferais pousser une fleur en forme de cœur. Ah, le poème, bien sûr, succès et petite larmichette au coin de l'œil, assuré. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est un cadeau tout simple que garde en mémoire Khadija, maman de 2 enfants. C'est le dessin que ma fille a fait quand elle était ici en maternelle, que je garde toujours sur le frigo. Et cette année encore, Khadija a eu son cadeau dès vendredi soir sortie d'école. Trop dur de garder le secret. Nathalie Rodriguez, France Bleu Drôme Ardèche pour France Info. Merci beaucoup donc Nathalie Rodriguez du côté de Montélimar et n'oubliez pas d'ici un gros mois ce sera également la fête des pères avec là encore d'autres cadeaux, ça promet. Donc une actualité un peu moins agréable à présent, une fusillade près de Metz qui fait 1 mort et 2 blessés graves. Un homme en état d'ébriété a ouvert le feu en pleine rue dans la soirée d'hier à Wopy près de Metz, faisant 1 mort et 2 blessés graves parmi des passants. Le tireur présumé qui portait sur lui une arme d'un calibre 9 mm a ouvert le feu. Vers 22h, l'homme est présenté comme un tireur fou en état d'ivresse selon une source policière. Il aurait tiré sur plusieurs coups de feu. Une jeune femme de 25 ans est morte sur place tandis qu'une autre victime, un homme d'une trentaine d'années atteint d'une balle en pleine tête, se trouvait entre la vie et la mort, évacué par les secours. Son pronostic vital est d'ailleurs toujours engagé. L'actualité à l'international à présent, c'est tout d'abord John Kerry qui va rentrer aux États-Unis après un accident de vélo en Haute-Savoie. Selon le porte-parole du département d'État, John Kirby, l'accident a eu lieu ce dimanche matin près de la commune de Sionzier en Haute-Savoie. Le secrétaire d'État a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de l'université de Genève où il est d'ailleurs toujours examiné. Le ministre américain n'a pas perdu connaissance, on ne sait rien des circonstances de cet
accident qui aurait eu lieu lors d'un virage. John Kerry est à Genève depuis vendredi pour des entretiens sur la question du nucléaire avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Il devait se rendre à Madrid en fin d'après-midi ce dimanche, et cette question du nucléaire qui doit être réglée avant la fin du mois de juin. On sait que c'est assez important pour les États-Unis et même pour l'Europe de régler ce problème. Toujours aux États-Unis, les chiffres font froid dans le dos. D'après l'enquête du quotidien New York Times, au moins 385 personnes ont été tuées par la police aux États-Unis depuis le début de l'année, soit un peu plus de 2 homicides par jour. Selon cette enquête publiée, la plupart des personnes tuées par les forces de l'ordre étaient armées principalement de pistolets mais aussi de couteaux. 16% n'avaient rien sur elles, et autre fait relevé par le journal, ces meurtres seraient souvent le fruit d'altercations mineures entre la police et les membres de communautés qui dégénéraient. Un triste exemple, par exemple, c'est en Floride, là où la police avait abattu au début d'année un schizophrène qui agitait un manche à balai. Silvio Berlusconi se trompe de meeting et encourage un adversaire politique. Voilà une belle erreur pour l'ancien Cavaliere qui s'est présenté vers 23h hier entouré de 6 gardes du corps sur une place de la ville de Segrate près de Milan. C'est ici que de jeunes partisans avaient organisé une fête de soutien à l'honneur de Paolo Micheli, le candidat soutenu par le Parti démocratique de Matteo Renzi à la mairie de la commune. Le Parti démocratique qui est l'adversaire politique de Forza Italia, le fameux parti de Silvio Berlusconi. La Russie a publié une liste noire de personnalités interdites sur son sol en réponse aux sanctions européennes contre Moscou. 4 Français figurent sur cette liste, dont le philosophe Bernard-Henri Lévy, l'ancien eurodéputé Daniel Cohn-Bendit, le socialiste Bruno Le Roux et le président du Comité économique et social européen Henri Malos. Pour Bernard-Henri Lévy, avec cette liste, Poutine sanctionne des amis de la démocratie et des amis de la Russie. Les précisions. Voici les 4 Français qui figurent sur la liste noire du Kremlin. Il s'agit du président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux, du président du Conseil économique et social, Henri Malos, de Daniel Cohn-Bendit qui vient tout juste d'obtenir la nationalité française, et enfin de Bernard-Henri Lévy. L'Europe sanctionne des fauteurs de guerre, des complices de Poutine dans sa guerre en Ukraine, et Poutine, en rétorsion, sanctionne des amis de la démocratie et des amis de la Russie. Le Parti socialiste, dont le chef des députés est ciblé, dénonce une stigmatisation très grave. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'aujourd'hui, la Russie se permet de considérer que Bruno Le Roux ne peut plus venir sur son territoire. Je pense que le gouvernement français aura à cœur d'avoir des explications auprès de ses homologues. La liste mentionne surtout des noms d'anciens dirigeants ou militaires. Guy Verhofstadt, chef du groupe libéral au Parlement européen, l'ancien ministre des Affaires étrangères tchèque Karel Schwarzenberg, très critique contre la Russie à propos de l'Ukraine. La Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suède sont aussi concernés. Formellement, un pays a le droit de faire ça. Mais nous souhaiterions avoir une explication sur le pourquoi ces personnes ont été choisies. Et franchement, cela ne favorise pas la confiance envers les actions de la Russie. Un porte-parole de l'Union européenne évoquait hier soir une liste totalement arbitraire et injustifiée. Certaines personnalités visées se sont dites fières d'y figurer. La Russie a déjà bloqué l'entrée de plusieurs représentants européens ces derniers mois. On va parler à présent de Solar Impulse. Vous le savez, cet avion qui fonctionne sans carburant, uniquement avec l'énergie solaire. Eh bien, figurez-vous qu'il a décollé dans la nuit de samedi à dimanche. C'était en Chine, parti d'Abu Dhabi en janvier dernier. Cet avion totalement révolutionnaire doit donc faire le tour du monde étape par étape. C'est la première fois qu'il restera en vol plus de 24 heures puisqu'il va traverser le Pacifique. Un nouveau défi dans des conditions compliquées pour le pilote. Lentement et presque sans bruit, le Solar Impulse s'envole vers le Pacifique. Pendant 6 jours et 6 nuits, il va traverser l'océan destination Hawaï. Un trajet de 8500 km, la plus longue étape du tour du monde de cet avion uniquement propulsé par l'énergie solaire. Pour le pilote, c'est une performance physique. Il ne pourra s'autoriser que de courtes siestes, devra endurer des variations de température de 55 degrés, une traversée périlleuse, mais André Borschbeg relève le défi.
Je ne partirai pas si j'avais des doutes, j'ai confiance. La situation en vol sera très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, mais nous avons les outils pour nous adapter et une équipe pour nous dire où aller. Je pense vraiment qu'on arrivera à aller jusqu'à Hawaï. Projet un peu fou lancé par 2 pilotes suisses. Le Solar Impulse est plus léger qu'une voiture et fonctionne grâce à 17 000 cellules solaires. Jamais cet avion n'a volé plus de 24 heures. Alors au centre de contrôle, les équipes ont les yeux rivés sur les écrans. Elles espèrent assister à une première mondiale. C'est un avion qui est extraordinaire parce qu'en même temps il est très très grand et très léger, il vole très lentement donc c'est assez difficile à piloter quand il y a des turbulences, mais en même temps il vole sans aucun carburant, il vole jour et nuit, c'est l'avion le plus propre qui existe. Après Hawaï, l'objectif du Solar Impulse est de traverser les États-Unis pour terminer sa course au sud de l'Europe le mois prochain. Voilà donc pour ce Solar Impulse, on en apprendra un peu plus donc dans quelques semaines. Si vous viviez sur une autre planète, je vous le rappelle, après le scandale de la FIFA de cette semaine, Sepp Blatter a été réélu pour un 5e mandat. Joseph Blatter, plus exactement, président en exercice depuis 1998, a donc été réélu ce vendredi à la tête de la FIFA après la retraite du Prince Ali avant le second tour lors de l'élection. Et aujourd'hui, figurez-vous que la Grande-Bretagne a menacé de boycotter le prochain mondial. En effet, les Britanniques et plus particulièrement David Cameron a évoqué aujourd'hui un boycott de la Coupe du Monde de football par les pays européens si Sepp Blatter ne quitte pas la tête de la FIFA. Dans le Sunday Times, c'est John Whittingall, secrétaire d'État britannique chargé des sports, qui demande le nouveau départ de Blatter et qui n'exclut pas un boycott de la Coupe du Monde de foot. Le Premier ministre David Cameron a également appelé lui-même à la démission de Sepp Blatter. Situation donc un petit peu compliquée. Les sports, justement, on en reparlera dans 5 minutes. Mais avant cela, on va parler de la PAC. En effet, au moment où la nouvelle politique agricole commune est mise en place en Europe pour les 5 prochaines années à venir, Agnès Rougier est partie rencontrer les riziculteurs dans une région située près de la Méditerranée, dans le delta du Rhône, la Camargue, une région connue pour son riz, ses flamants roses et ses taureaux sauvages. Moi j'ai 300 hectares, des pommes de terre, du blé dur et du riz, essentiellement. Et je fais une rotation à peu près 25% à 30% blé et 60% riz et 10% autres cultures. Et pourquoi vous choisissez le riz en particulier, vous? Parce que c'est une rotation obligatoire pour le sel. Nous sommes avec Bertrand Mazel, président du syndicat des riziculteurs. Comme dans tous les deltas, la proximité de la mer apporte beaucoup de sel à la terre de Camargue, au point qu'il faut la dessaler pour l'empêcher de se stériliser. Et la solution trouvée passe par la riziculture. Anne Vadon, chargée de mission au parc régional de Camargue, nous explique pourquoi. La culture du riz, en fait, nécessite une mise en eau des sols du mois d'avril ou mai jusqu'à la fin du mois d'août. Donc en fait, c'est de l'eau douce qui va être pompée au Rhône, qui va être amenée sur chaque parcelle rizicole pendant toute la saison estivale et qui justement va permettre de lessiver les sols de leur sel. Voilà. Alors cette eau est amenée par des canaux, elle est amenée artificiellement en réalité? Elle est amenée artificiellement depuis l'endiguement du Rhône. 1950, le Rhône a été endigué et à ce moment-là, tout un réseau hydraulique a été mis en place pour amener de l'eau douce qui, avant l'endiguement, était amenée par les différentes crues du Rhône. Bertrand Mazel, là sont les roubines, c'est ça, sont les roubines d'assainissement. On évacue l'eau, on rentre de l'eau de l'autre côté là-bas et on sort de l'eau par ça. Là on est devant un champ qui est donc recouvert d'eau. Recouvert d'eau, c'est la submersion pour faire du riz. Sous l'eau on ne voit pas grand-chose. Là on ne voit pas grand-chose parce qu'on est au stade de mise en eau et c'est juste une graine posée sur le sol. Ensuite on attend qu'elle s'enracine. C'est un peu comme du blé mais dans l'eau. En fait, tous ces champs, toutes ces rizières qu'on voit autour de nous, Bertrand Mazel, sont entourés par des canaux. Alors c'est quadrillé, hein, c'est un peu comme des veines, c'est quadrillé par des grands canaux d'irrigation et d'assainissement. Et les 20 000 hectares de riz, enfin on avait 20 000 hectares, maintenant on en est à la moitié puisque
Il y a eu des difficultés avec la PAC, mais on a à peu près 10 000 hectares de riz encore dans cette situation. Il y a 2 ans, le ministère de l'Agriculture a supprimé une grosse partie des aides à la riziculture provenant de la politique agricole commune. En conséquence, la moitié des surfaces de riz a été attribuée à d'autres cultures. La nouvelle PAC, qui débute cette année, est censée combler ce manque à gagner. Mais les riziculteurs qui ont fait les calculs affirment que non. Alors les surfaces rizicoles pourraient continuer à diminuer. Et c'est donc maintenant l'avenir de la Camargue qui pose question. Agnès Rougier donc en Camargue pour parler de cette fameuse politique agricole commune européenne. 19h21 au Nigeria, à présent à Lagos, la capitale. Se déplacer est souvent un calvaire dans les embouteillages interminables et avec les pénuries d'essence, avoir sa propre voiture peut se révéler un casse-tête. Et Uber, la plateforme américaine de mise en relation entre chauffeurs et utilisateurs, s'est installée en juillet 2014 dans la mégalopole nigériane, le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud, et enregistre depuis une croissance impressionnante. Maureen Grisot s'est rendue dans les bureaux de Uber à Lagos un jour où des aspirants chauffeurs passent les tests pour intégrer le système. Un groupe visionne un film qui explique les principes de Uber, l'autre passe le test de connaissance de Lagos sur un iPhone. Les candidats sont stressés et concentrés, mais rapidement ceux qui portent des jeans ou des chaussures ouvertes sont priés de partir. Chez Uber, on ne plaisante pas avec le dress code. Patrick devra ainsi revenir lors d'une prochaine session. Ce père de 4 enfants est au chômage depuis que l'expatrié de chez Total, qu'il employait comme chauffeur, a quitté le Nigeria. C'était les standards que je pratiquais avant, donc ce n'est pas nouveau. Si tu travailles dans une entreprise qui veut maintenir un standard élevé, tu dois t'y plier. C'est comme ça, tu n'hésites pas. Sonny, lui, a passé le test dès l'arrivée de Uber il y a 9 mois. Depuis, il revit car il est enfin autonome et peut rêver d'acquérir sa propre voiture. Quand je travaillais pour mon patron qui était banquier, je terminais à 23h, j'étais chez moi à minuit et je devais reprendre à 4h du matin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très content d'avoir changé parce que quand je veux me reposer, je sais que je peux prendre le temps de le faire. Et Uber essaye de nous aider, nous, les chauffeurs. Ils nous ont dit qu'ils pourraient nous mettre en contact avec une banque pour qu'on obtienne un crédit pour acheter une voiture. Chez Uber, on ne donne pas de chiffres, on communique seulement sur la croissance. 30 fois plus de voitures et 200 fois plus de demandes depuis le mois de janvier. Des utilisateurs conquis par cette solution sûre avec des chauffeurs fiables, ponctuels dans des voitures propres pour un tarif abordable en s'épargnant des négociations interminables. Avec ce succès, il devient difficile pour Uber de trouver les véhicules qui répondent à leurs standards, des berlines en bon état produites après 2008. Uber a des partenaires propriétaires de parcs de voitures, mais Ebi Atawadi, general manager de la société à Lagos, cherche aussi à convaincre ceux qui laissent leur voiture au parking de leur bureau de mieux utiliser leurs ressources. Les gens qui travaillent de 9h à 17h, qui ont déjà une voiture, quand on pense au temps qu'ils passent dans leur voiture, pas plus d'une heure, ce n'est pas une utilisation optimale. Donc on leur dit d'aller avec leur voiture, prendre une licence commerciale et de l'inscrire sur la plateforme Uber pour gagner plus d'argent. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'ils créent un emploi pour un chauffeur. Fier de son succès à Lagos, la société compte s'implanter bientôt à Abuja, la capitale fédérale. Maureen Grisot, Lagos, RFI. Voilà, donc c'était un reportage assez intéressant justement autour de la stratégie d'Uber. Uber en France, vous le savez, hein, ça pose quand même aujourd'hui beaucoup de problèmes. 19h25 tout pile, on va parler à présent sport et on va commencer par du rugby. On terminera par le tennis, bien évidemment, ne nous quittez pas puisque c'est très chaud en ce moment même sur les pelouses Porte d'Auteuil. Mais donc avant cela, du rugby, et le manager de Toulouse, Guy Noves, 61 ans, sera bien le nouveau sélectionneur du 15 de France après la Coupe du Monde. La Fédération française de rugby l'a confirmé ce dimanche. Il succédera à Philippe Saint-André. Et puis donc il y avait du top 14 ce week-end, les barrages pour les demi-finales qui seront le week-end prochain. Le premier match, c'était le Stade Français face au Racing vendredi soir, et le Stade Français a gagné le droit de défier Toulon en demi-finale de ce top 14 grâce à sa nette victoire sur son petit voisin du Racing, qui a été
dépassé dans tous les secteurs de jeu, particulièrement dans ceux qui font ce jeu, l'envie et la conquête. Ça fait donc 38-15 pour le Stade Français. Ça va être dur pour Toulon d'aller en finale le week-end prochain. Et puis l'autre match, c'était Toulouse-Oyonnax. Toulouse qui s'est imposé 20-19 face à Oyonnax, comme en début de saison. Toulouse qui a réalisé une très bonne partie pour ses premières phases finales, menant pendant la majorité du match. Mais c'est donc Toulouse qui s'impose avec un essai en toute fin et une bonne rentrée du banc, et donc un bon management du côté du sélectionneur Guy Novès, l'entraîneur de Toulouse, Guy Novès, qui quittera donc son club pour rejoindre l'équipe de France, on le rappelle, à la fin de la saison, après la Coupe du monde. Autre résultat à présent, c'est du football. La logique est donc respectée, mais la JOCR n'a pas pris la raclée annoncée en Coupe de France. Le PSG s'est donc imposé en finale ce samedi au Stade de France sur la plus petite des marques, 1-0. Les Parisiens peuvent donc dire merci à Edinson Cavani, auteur d'une belle partie et d'une tête imparable qui a trompé le gardien auxerrois Donovan León. Écoutez justement la réaction de Laurent Blanc après ce match. Pas analyser le match parce que ça sera ennuyeux, parce qu'on n'a pas fait un très bon match, il faut se rendre à l'évidence, mais le principal c'est de gagner quand tu es en finale de coupe, quelle que soit la coupe d'ailleurs. Bravo à cette équipe d'Auxerre d'ailleurs, parce que bon, elle a joué avec ses forces, ses qualités, elle a fait le maximum à mon avis, elle doit être à mon avis très satisfaite de sa production, même si malheureusement pour eux ils n'ont pas remporté le trophée, mais je pense que ce soir, ils peuvent être fiers de leur équipe. Voilà donc la réaction de Laurent Blanc, le sélectionneur l'entraîneur du PSG. On écoute à présent bien la réaction de l'entraîneur de la frustration de la finalité qui est de perdre cette finale, et puis une grande fierté des joueurs, du staff qui m'aide au quotidien. Et on a finalisé une belle saison, mais on aurait pu faire encore mieux. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs... Vous avez déjà fait un exploit face à une équipe qui était en Champions League, et il vous reste une mi-temps à faire pour clôturer l'exploit, parce qu'on y croyait, dur comme fer. Donc voilà, on vous l'avait dit avec Puy-Renier hier, je crois, et on croyait en nous, et je crois qu'on a bien fait. Maintenant, je vous dis, un peu de frustration. Jean-Luc, il y avait un coup à faire. Jean-Luc Vanucci, donc l'entraîneur de la JOCR, et Paris s'offre donc sa 9e Coupe de France. Et hier soir, à la sortie du stade, après ce triomphe du PSG, Bintili Diallo, il fallait surtout remercier les Qataris. Immense fierté pour les supporters parisiens. Leur équipe l'a fait, elle a réussi le quadruplé historique. Le joueur Blaise Matuidi a même poussé la chansonnette. Patrice suit le PSG depuis des décennies, il peine à réaliser. C'est historique, c'est de la folie, c'est un truc de dingue en fait, on peut pas l'expliquer, c'est la magie en fait. Paris est magique! Même émotion pour Antoine. Je suis parisien et fier de l'être ce soir. Putain, ce que c'est bon, on est champions! L'euphorie n'empêche pas une analyse de cette Coupe de France. Sonia ne peut s'empêcher de souligner la prestation moyenne des Parisiens. Je trouve que finir là-dessus c'est dommage, parce que c'est un match où clairement on s'est ennuyé. Ça fait chier parce que c'est pas le digne reflet de ce qu'on a vu pendant toute la saison. Benjamin préfère garder le meilleur, il a même un message pour les dirigeants du club. C'est surtout qu'il faut remercier les Qataris quoi. S'il n'y avait pas eu toutes ces stars, le PSG serait comme Auxerre, une équipe moyenne quoi. Mais ce quadruplé, ce n'est pas encore assez pour Arnaud. La prochaine étape sera la Ligue des Champions. Et on espère que ça va arriver l'année prochaine. Avant de partir, les fans du PSG ont eu droit à un magnifique feu d'artifice. Ils sont repartis des étoiles plein les yeux en rêvant déjà à un titre européen. Bintili Diallo, France Bleu 107.1 pour France Info. Oui, il faut peut-être effectivement remercier les Qataris, mais bon, l'exploit sportif reste tout de même là. Un mot également toujours de football, de la finale de la Coupe du Roi hier soir. C'est Lionel Messi notamment qui s'est imposé 3-1 face à l'Athletic Bilbao à une semaine de la finale de la Ligue des Champions face à la Juventus de Turin. Et puis c'est Arsenal qui s'est également
également imposé en Angleterre hier, la finale de la FA Cup, l'équivalent de notre Coupe de France, face à Aston Villa, 4 buts à 1, avec un dernier but d'Olivier Giroud, le Français, qui a donc eu le droit à sa célébration habituelle. Hey Jude. Un mot pour terminer ce récap sport par du tennis, et donc Roland Garros, Gasquet, Chardy, Murray, Djokovic et Errani se sont qualifiés hier pour les 8e de finale qui se joueront demain, mais revenons sans plus attendre aux résultats d'aujourd'hui et de cet après-midi. C'est tout d'abord Jo-Wilfried Tsonga qui a créé la première sensation française dans ces 8e en sortant le numéro 4 mondial Thomas Berdych en 4-7. Et oui, cela faisait donc 2 ans et demi depuis l'Open d'Australie de 2013 que Jo-Wilfried Tsonga n'avait pas atteint les quarts de finale. Et c'est donc chose faite. Le Français a créé l'exploit en sortant le numéro 4 mondial tchèque Thomas Berdych en 4-7, 6-3, 6-2, 6-7, 6-3. Au prochain tour, il affrontera le japonais Kei Nishikori, tête de série numéro 5, qui s'est imposé face au russe Gabashvili. 2 autres Français sont en ce moment même sur les cours. Gaël Monfils qui est opposé à Roger Federer, et Gilles Simon qui défie Stanislas Wawrinka. Pour Gilles Simon, ça se passe plutôt pas bien. Stanislas Wawrinka mène actuellement 2-7-0, et puis le match entre Monfils et Federer vient de commencer, et là encore pour Gaël Monfils, ça va être compliqué, mené pour l'instant 3 jeux à rien dans cette première manche. Mais bon, un match de tennis reste tout de même un match de tennis. 19h32, vous restez avec nous. Tout de suite, c'est le rappel des titres. Radio One, le journal. Oui, le rappel des titres de l'actualité a commencé par les Républicains. À peine l'UMP rebaptisée, la compétition reprend de plus belle pour la désignation du candidat à la présidentielle de 2017. Alain Juppé, une nouvelle fois sifflé par les militants sarkozystes, a renouvelé ses mises en garde sur la primaire après le discours très offensif du président du parti Nicolas Sarkozy. Les électeurs du Pontet dans le Vaucluse votent aujourd'hui pour choisir leur maire parmi 3 candidats après l'annulation de l'élection municipale de mars 2014 remportée par le Front National. Et puis du sport et du tennis, la Française Alizé Cornet a été éliminée en 2-7, 6-2, 7-6 par l'Ukrainienne Elina Svitolina en 8e de finale de Roland Garros. En revanche, chez les hommes, ça s'est très bien terminé pour Jo-Wilfried Tsonga qui s'est imposé face à la tête de série numéro 5 de ce tournoi, Thomas Berdych. Et puis en ce moment même, Stanislas Wawrinka affronte le Français Gilles Simon, le Français qui est mené 2-7-0. Et puis Gaël Monfils vient de commencer son match face à Roger Federer. Pour l'instant, le Suisse mène 3 jeux à 1. C'est donc mal parti. Mais bon, l'avantage, c'est qu'en Grand Chelem, un match de tennis va jusqu'en 5-7. Et à 19h33, on a rejoint Grégoire. Bonsoir Grégoire. Oui, bonsoir. Grégoire du site du compte Twitter Bourse du Futur pour tous vos aides financiers et boursiers sur les places boursières, et on va donc revenir avec vous sur toute l'actualité de la semaine boursière. Oui, tout à fait. C'est à vous. Alors, cette semaine en bourse, donc le ministre grec de l'Intérieur a déclaré à la chaîne de télévision Méga que la Grèce devrait rembourser 1,6 milliard d'euros au FMI. Lundi, les marchés américains étaient fermés en raison du Memorial Day, qui est un jour férié chez eux. Valeo, Alcatel-Lucent, Direct Energy et Texel ont convoqué cette semaine également leurs actionnaires en assemblée générale. En Corée du Sud, Samsung Group a annoncé qu'ils allaient fusionner leur holding et la société de trading et de construction de Samsung. En Asie, la Banque centrale chinoise a indiqué jeudi que l'économie du pays subissait des pressions de plus en plus fortes, mais que la situation restait stable. Alors le CAC 40 a fini en baisse de 2,53% à 5007,89 points. Le Dow Jones en baisse également de moins 0,64% à 18 010,68 points.
Le lingot d'or a fait une petite hausse depuis la semaine prochaine, qui est actuellement à 34 810 €. Et le baril de pétrole qui remonte doucement à 60,29 $ l'unité. Voilà. Merci beaucoup Grégoire, pour toutes ces précisions et rendez-vous dimanche prochain après le rappel des titres de 19h30. À très bientôt Grégoire. À suivre, on parlera de l'UMP qui change de nom et adopte les Républicains. Nous verrons tout cela avec Karl. Reportage ensuite en Grèce pour voir que le mois de juin est le mois de tous les dangers. Et puis Cuba qui a retiré de sa liste noire les États-Unis contre les États soutenant le terrorisme. Voilà, petit problème technique, mais c'est pas grave. On vient tout de suite avec Karl. Et on est à présent avec Karl. Bonsoir Karl. Bonsoir. Alors ça y est, c'est officiel, l'UMP est donc enterré pour s'appeler désormais les Républicains. Hier, Nicolas Sarkozy a joué les rassembleurs lors de ce congrès fondamental pour la fondation du parti, bien qu'Alain Juppé et François Fillon aient tout de même été hués. C'est donc les Républicains désormais. Absolument, mon cher Martin. Les Républicains va remplacer l'UMP, qui a lui-même remplacé le RPR et l'UDF, qui avaient eux-mêmes remplacé l'UDR, l'Union des démocrates pour la République. Un nom de parti presque parfait, car on trouve associé à la fois le mot démocrate et le mot républicain. Bel exploit. Alors justement, Karl, à quoi sert ce changement de nom ? Bonne question, merci de l'avoir posée. Première réponse intuitive pour faire oublier et faussement distancier les Républicains des turpitudes de l'UMP. Affaire Big Malion, affaire des dépenses de campagne, affaire du mariage de Copé, payé en partie par des prestataires, la querelle sanglante Copé-Fillon, avec sa triche et ses magouilles pour prendre le pouvoir dans le parti et se positionner pour 2017. Quelle mauvaise publicité pour un parti qui essaie de reconquérir le pouvoir perdu en 2012. En effet, ce parti était loin de donner une image de parti. Oui, bien sûr, l'absence totale d'idées et d'idéaux. Tout le monde ou presque est républicain. Qui oserait remettre en cause la République ? Personne. Gaulliste social, républicaniste, conservateur, souverainiste, centriste, démocrate chrétien, tous ces courants ont disparu, écrasés sous la nouvelle appellation les Républicains, et priés de se taire pour apporter leur support à ce nouveau parti dont le seul but est de conquérir le pouvoir. La dernière raison de ce changement de nom, c'est l'atlantisme de Nicolas Sarkozy. Le quinquennat, c'est lui. Le retour dans l'OTAN, c'est lui. Air Force One à la française, c'est lui. Nicolas Sarkozy est fasciné par les États-Unis et a oublié la traditionnelle politique française qui nous permettait de parler à tous et d'être souvent en désaccord avec les Américains. Les Républicains, c'est le plus grand hommage et le plus grand gage de soumission que Nicolas Sarkozy pouvait leur donner. Donc, pour conclure, mon cher Karl. Pour conclure, le nom Les Républicains est en lui-même une alerte, car la réalité s'inscrit toujours en négatif des discours des hommes politiques. Cela fait 40 ans que les politicards nous disent qu'ils vont lutter contre le chômage, et cela fait 40 ans que le taux de chômage monte, inexorablement. Alerte pour prévenir que les lois liberticides vont continuer et même s'intensifier. Ce changement de nom est une opération de com', c'est du ravalement de façade, du maquillage de voitures volées, une malheureuse opération de chirurgie esthétique médiatique. C'est aussi et surtout du sophisme. Je rappellerai à tous ce qu'est le sophisme. Un raisonnement vicié à la base, reposant sur un jeu de mots, un argument séduisant mais faux, destiné à induire l'interlocuteur en erreur. Pas de surprise, c'est ce que font les politiques à longueur de temps. Merci beaucoup Karl pour toutes ces précisions autour de ce nouveau changement de nom pour l'UMP qui devient donc les Républicains, et à la semaine prochaine dans le Sunday Time. À la semaine prochaine. À 19h40.
Radio One, le Sunday Times. En juin, Athènes doit rembourser en plusieurs tranches 1,6 milliard d'euros au FMI. Parallèlement, le gouvernement grec attend des Européens un versement de 7 milliards d'euros, reliquat du plan d'aide de 2012, mais les négociations traînent. Commentaire donc sur ce contexte délicat avec Thomaïs Papaounou de la TV publique grecque et Karine Finzeller du journal allemand Westdeutsche Voice. Tout cela bien évidemment résumé par Marie-Christine Vallée. Juin sera pour la Grèce un moment de vérité. Athènes doit rembourser plus d'1,5 milliard d'euros au FMI et l'on dit que les caisses sont vides. La Grèce attend une rentrée de 7 milliards d'euros, ce qui lui reste à percevoir du plan d'aide de 2012. Mais pour obtenir ces 7 milliards, elle doit lancer de nouvelles réformes. Et les négociations avec les créanciers durent depuis plus de 3 mois. Alors on fait le point avec vous, Thomaïs Papaioannou. Vous êtes correspondante de la télévision publique grecque et Karine Finkenzeller du journal allemand Wirtschaft Woche. À votre avis, pourquoi ça n'avance pas et qu'est-ce qui peut bloquer dans ces négociations? Thomaïs Papaioannou. Ce qui bloque du côté grec, c'est parce que le nouveau gouvernement, il y a quelques points inflexibles au-delà desquels on ne peut pas discuter, c'est-à-dire les retraites, la TVA, que la Troïka demande que le gouvernement augmente, et plein d'autres petits points que le ministre grec des Finances dit que ces mesures-là, en continuant avec une grave austérité, les choses vont s'aggraver davantage, on n'y arrivera pas au bout du tunnel. Par contre, le gouvernement a fait des propositions sur la sécurité sociale, par exemple. Non seulement sécurité sociale, mais aussi la lutte contre l'évasion fiscale. Je ne peux pas vous dire exactement les détails parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes de négociation. Il y a une telle opacité, mais au moins on sait qu'il y a des contre-propositions grecques. Ce n'est pas juste la Troïka qui propose et les Grecs refusent. Ce n'est pas possible, sinon ça ne durerait pas aussi longtemps. Donc il y a quelque chose de concret qui se passe, mais je ne peux pas vous donner des détails parce que je n'en sais rien finalement. Alors, est-ce que le gouvernement grec aurait une stratégie, selon vous, Karine Finkenzeller? Je peux seulement vous dire ce qu'un autre responsable français m'a dit récemment, que, à son avis, personne, et même pas le gouvernement actuel grec, sait combien d'argent il y a encore dans les caisses en général, n'importe où. Et donc, il m'a dit que c'est à cause de ça aussi que on entend souvent que voilà, c'est pas possible de rembourser. Et voilà, le lendemain, on a encore trouvé quelques millions. Et voilà, lui, il a dit que franchement, personne ne sait. Là, après, si le gouvernement grec a une stratégie dans le sens de éviter un remboursement au moins d'une partie de l'argent, si on regarde les chiffres, le sens commun dit déjà ça va être jamais possible de rembourser une somme si énorme. Et on entend souvent des gens disant qu'on devrait faire avec la Grèce comme avec l'Allemagne après la guerre. Et à mon avis, c'était dès le début, tout le monde a déjà pensé, à la longue, on va voir la dette coupée en deux, ce que c'était déjà fait, et en plus réduit encore, parce que sinon, ça va jamais être possible de relancer l'économie en Grèce. Dans l'immédiat, est-ce que vous pensez, Thomaïs, que le 5 juin prochain, la Grèce pourra rembourser déjà 300 millions d'euros au FMI qui sont attendus? Et ce sera possible? Personne ne sait, justement, parce qu'apparemment, la Grèce n'a pas été payée la tranche d'argent due depuis le mois d'août. Donc, tout l'argent qui passe actuellement au paiement de la dette vient de l'économie réelle, c'est-à-dire tout ce que l'État utilise pour pouvoir faire fonctionner une économie. On constate un assèchement, une asphyxie monétaire de la Grèce. Donc, même s'ils reçoivent les 7 milliards, à qui vont-ils donner ces 7 milliards? À l'économie réelle ou le remboursement encore de dettes jusqu'à décembre? C'est un instrument nouveau dans l'eurozone, c'est-à-dire on assèche complètement le pays d'argent jusqu'à ce qu'il capitule et ce qu'il fasse exactement ce qu'on veut. Point. Et actuellement, ce qu'ils veulent, la Troïka, c'est que le nouveau gouvernement oublie toutes ses promesses électorales et qu'il revienne au bécail comme avant les précédents gouvernements. Et ça, ce n'est pas une politique réaliste pour sauver un pays. C'est juste les égos partisans et les égos d'hommes. Par exemple, Schäuble contre Varoufakis, Varoufakis contre Schäuble. Et on assiste à un théâtre d'égoïsme, mais pas des choses concrètes pour sauver un pays en détresse. Vous êtes d'accord, Karine? Oui, tout à fait, parce que là, à mon avis, ce qu'on vit
depuis la crise a commencé, c'est vraiment ce durcissement dans les relations entre les pays, entre les interlocuteurs. Je parlerais même d'une haine entre les personnes. Donc, par exemple, Schäuble contre Varoufakis. Oui, parce que là, par exemple, voilà, vous avez vu, ça me fait du mal aussi, même à moi. Vous savez, de voir des images de Merkel avec la barbe de Hitler sur les titres des magazines grecs. Schäuble dit que voilà, on peut jamais choisir ses interlocuteurs. Dans le passé, j'ai déjà dû parler avec des membres du parti socialiste dans la ex-GDR. Donc là, maintenant, c'est Varoufakis. Et là, c'est pas Varoufakis qui va payer, ce sont les Grecs qui vont payer les dettes. Ce sont des gens qui ont des enfants, qui cherchent un travail. Et là, on est dans cette lutte des égos et moi contre toi et tu as dit ça, donc je vais faire ça contre toi. Et c'est vraiment dommage parce que là, ce projet européen, c'était un projet d'une volonté de faire ensemble. Et aujourd'hui, on est l'un contre l'autre. Et ce n'est plus le sens de ce projet européen qu'on a eu. En tout cas, nous allons continuer à suivre les négociations. Merci à vous deux. Merci Karine Finkenzeller du journal allemand Wirtschaftswoche. Merci Thomaïs Papaioannou de la télévision publique grecque. Une conjoncture économique morose, des difficultés d'action. Radio One, le Sunday Time. 19h47, c'est à présent Lucas Poissonnet qui nous a rejoint. Bonsoir Lucas. Alors bonsoir Lucas. Bonsoir Marc. Voilà, oui, c'est mieux comme ça. Alors Lucas, aujourd'hui on va parler de Cuba. Cuba qui a donc retiré de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Ça s'est passé vendredi et on va justement voir avec vous l'évolution de la petite île suite à la nomination de Raúl Castro. Oui, et pas seulement suite à la nomination de Raúl Castro. En fait, on va aussi se pencher sur l'évolution des relations entre Cuba et les États-Unis, depuis la révolution castriste. Donc, comme vous l'avez dit, vendredi dernier, le président des États-Unis, Barack Obama, a officiellement retiré Cuba de la liste noire des États soutenant le terrorisme. Il y avait été ajouté en 1982, alors que l'île soutenait à la fois l'Éthiopie socialiste durant sa guerre civile, les sandinistes au Nicaragua et les rebelles marxistes-léninistes au Salvador, donc tous hostiles aux intérêts américains. Cette liste est d'ailleurs surtout une liste de pays soutenant des groupes hostiles aux États-Unis. On y retrouve actuellement des pays comme le Soudan, la Syrie et l'Iran. Toujours est-il que depuis le début des années 90, la Havane ne soutient plus de groupes considérés comme terroristes par l'État américain. Elle accueille même en ce moment les négociations de paix entre la guérilla FARC et la Colombie. Cette liste est surtout en fait une arme politique et diplomatique, car être dans cette liste, c'est par exemple ne pas avoir droit à d'éventuelles aides de la Banque mondiale ou d'États tierces. C'est aussi un embargo sur tout ce qui serait susceptible de renforcer les capacités militaires du pays qui serait sur cette liste, ou encore des restrictions sur les investissements. En plus, ce placement sur la liste est souvent accompagné d'autres sanctions. Dans le cas de Cuba, l'île est soumise à un embargo américain depuis plus de 40 ans et qui a connu, avec les relations entre Cuba et les États-Unis, de nombreuses évolutions. En 1959, la révolution cubaine menée par Fidel Castro et Che Guevara triomphe. À cette époque, l'île était presque un État fantoche des États-Unis. Son climat chaud, son marché ouvert et ses lois permissives en matière de mœurs en faisaient une destination de choix pour les riches Américains. On peut donc aisément comprendre pourquoi les États-Unis voyaient d'un très mauvais œil la prise de pouvoir de Fidel Castro. Au départ, cependant, ce dernier se montre rassurant. Mais très vite, les entreprises américaines sont nationalisées et Cuba se rapproche de l'URSS. De premières sanctions économiques sont alors décidées contre la Havane, avec la fin des relations diplomatiques et la décision de Dwight Eisenhower, à travers une proclamation présidentielle, d'interdire les exportations, ainsi que celles d'armées, ainsi que l'autorisation donnée à la CIA
d'armée des émigrés cubains qui tenteront en 1961 d'envahir l'île avec le débarquement de la baie des Cochons, et ce sera un échec. Durant cette période, la CIA tente de très nombreuses fois d'assassiner Fidel Castro. Ce dernier détiendrait en effet le record de la personne qu'on a le plus tenté d'assassiner, avec pas moins de 638 tentatives. En 1962 a lieu la fameuse crise des fusées de Cuba, qui détériorera encore plus les relations entre les États-Unis et l'île des Caraïbes. Il en résultera l'officialisation de l'embargo, avec l'arrêt d'absolument toute relation commerciale entre Cuba et l'Association des États américains. Et donc la plupart des États américains cessent aussi leurs relations commerciales avec Cuba. Mais Cuba a toujours comme allié indéfectible l'URSS jusqu'en 1991 où elle chute. Et donc Cuba perd ce qui est quasiment son seul allié commercial. Et les conditions de vie des Cubains se détériorent. Malgré un système de santé jugé excellent par l'OMS et des subventions aux plus pauvres pour l'achat de nourriture. En 1996, après que l'aviation cubaine ait abattu 2 avions américains affrétés par des anticastristes, l'embargo devient une loi officielle, ce qui va être important par la suite. Mais entre 1997 et 1998, Bill Clinton allège l'embargo et permet l'exportation de nourriture et de médicaments, ainsi que les petites transactions. Les États-Unis deviennent ainsi, au début des années 2000, le principal fournisseur de denrées alimentaires de Cuba. En 2008, Raúl Castro prend la place de son frère à la tête de Cuba avec la volonté de changer lentement le pays. Il ne veut en fait pas réitérer l'erreur de Gorbatchev, qui a voulu changer le système soviétique en seulement 100 jours et a finalement provoqué donc la chute de l'Union soviétique. Les Cubains ont ainsi, après 7 ans de règne de Raúl Castro, ils ont le droit maintenant d'acheter et de vendre une voiture ou un appartement, et il est prévu d'autoriser les agriculteurs à réaliser des profits. Donc tout cela nous amène à décembre 2014, quand Obama et Castro annoncent qu'ils sont d'accord pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, après 1 an de négociations secrètes qui impliquaient notamment le pape François. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce rapprochement ? D'abord, une volonté cubaine. En effet, la plupart des équipements utilisés par la population cubaine datent des années 50, et une ouverture commerciale permettrait de moderniser l'économie et les infrastructures du pays. Du côté américain, la chose est moins évidente, parce que même s'il y a peut-être la volonté d'ouvrir le marché cubain, ça reste un petit marché qui n'amènera peut-être pas de très grands bénéfices, comme a pu en apporter la Chine au moment de son ouverture. Donc, je pense personnellement, et beaucoup d'analystes le pensent aussi, que c'est la volonté du président Barack Obama de rentrer dans l'histoire, parce que son mandat s'achève dans moins de 2 ans, et qu'il est très critiqué, notamment pour ne pas avoir été à la hauteur du prix Nobel de la paix qu'il a reçu juste après son élection, notamment à cause de son emploi massif de drones et de la non-fermeture de Guantanamo alors qu'il l'avait promis. Mais il sera difficile pour le président Barack Obama de lever l'embargo, car comme on l'a dit avant, c'est une loi, et pour abroger cette loi, il faut l'accord du Congrès, et le Congrès est tenu en ce moment par les républicains, qui sont majoritairement opposés au rapprochement avec Cuba. La tâche semble donc difficile pour le président Obama, qui utilise tous les leviers encore à sa disposition pour se rapprocher de Cuba. Il est notamment revenu sur certaines restrictions qu'avait imposées George W. Bush, en libéralisant un peu, en autorisant les voyages à Cuba et les petites transactions entre immigrés cubains à leurs familles restées donc à Cuba. Voilà. Merci beaucoup Lucas donc pour toutes ces précisions autour de Cuba. En tout cas le sujet va bien évidemment avancer et tout va progressivement s'ouvrir. Oui, mais assez lentement, car comme on l'a vu, Raúl Castro n'a pas envie de véritablement se presser. Par exemple, il n'a pas encore été fixé de date pour l'établissement d'ambassade entre les deux pays. Oui.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Lucas pour toutes ces précisions autour du dossier cubain. Radio One, le Sunday Time. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur radio-one.fr. N'oubliez pas vos flash infos toutes les demi-heures tout au long de la journée. Un petit rappel tennis, pour les plus passionnés d'entre vous. Et donc on le rappelle, Jo-Wilfried Tsonga qui s'est imposé face à Thomas Berdych. Et puis donc 2 matchs sont en ce moment. Stanislas Wawrinka face à Gilles Simon, 3e set, dont 2 déjà remportés par Stanislas Wawrinka. Et puis du côté de Gaël Monfils, Gaël Monfils qui joue face à Roger Federer, ça se passe un petit peu moins bien puisque Roger Federer vient de remporter la première manche. Et là c'est pour l'instant Gaël Monfils qui mène un jeu à 0. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine.